Je me souviens de ce jour avec une clarté troublante, comme si le temps lui-même s'était figé dans la glace. Une journée de printemps, baignée de lumière, remplie des rires des enfants et de l'odeur douce des gâteaux tout juste sortis du four. C'était la fête pour accueillir le petit Gabriel. Le nouveau-né. La joie était palpable. Sophie, ma belle-fille, rayonnait. Mon fils Paul la couvrait de regards tendres. Ses deux mains posées sur les hanches de Sophie, fière de sa famille qui s'agrandissait. Ma petite fille, Lise. Elle n'avait que 5 ans. Des nattes blondes qui encadraient son visage d'ange. S'est approchée de moi et a tiré doucement sur ma manche. Ses grands yeux bleus fixant les miens avec une gravité inhabituelle pour son âge. Elle m'a chuchoté à l'oreille avec la plus pure des innocences. Sa voix à peine audible au milieu du brouhaha, joyeux. Mamie. Gabriel n'est pas mon vrai petit frère. Mon cœur a fait un bond. Un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale. Je l'ai regardé, cherchant une explication. Mon esprit refusant d'abord d'enregistrer ce qu'elle venait de dire, ne comprenant pas vraiment le sens de ses mots. Lise a continué, ses petits doigts crispés sur ma robe. J'ai vu l'oncle Marc, l'ami de maman, toucher le ventre de maman quand il était encore gros. Il disait que c'était son bébé. Il disait son petit bébé à lui. Le monde autour de moi a semblé s'éloigner. Les voix se sont estompées. Les rires sont devenus des échos lointains. Un bourdonnement assourdissant s'est installé dans mes oreilles. La question s'est imprimée dans mon esprit avec la force d'un coup de marteau. Une question terrifiante, glaçante, qui venait d'entamer une fissure profonde dans la joie insouciante de cet après-midi ensoleillé. Qu'est-ce que ma petite fille avait bien pu voir? Qu'est-ce qu'elle savait? Et surtout, qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Cette petite phrase, prononcée avec l'innocence d'un enfant, a été le premier grain de sable qui a enrayé la machine parfaitement huilée de notre vie familiale. Un avertissement subtil, mais perçant. Une dissonance dans la mélodie harmonieuse que nous pensions jouer. Avant ce jour, Marc, l'ami de Sophie, était une figure familière et appréciée de notre foyer. Il était architecte comme Paul. Ils s'étaient rencontrés sur un chantier il y a plusieurs années, et leur amitié s'était rapidement transformée en une fraternité presque indéfectible. Marc était célibataire. Sans enfant, il avait naturellement trouvé sa place au sein de notre famille élargie, participant aux repas dominicaux. Aux anniversaires, il était toujours présent, toujours prêt à aider, un pilier sur lequel on pouvait compter. Mais avec les mots de Lise, cette image a commencé à se fissurer. J'ai commencé à observer Marc avec des yeux neufs. Des yeux désormais teintés d'une suspicion que je me reprochais d'avoir, mais que je ne pouvais plus ignorer. Ces visites, autrefois perçues comme une marque d'amitié sincère, me sont apparues avec une fréquence alarmante. Il était là presque tous les jours, apportant des fleurs à Sophie, des jouets pour les enfants, des bouteilles de vin pour Paul. Il veillait sur Sophie avec une sollicitude qui me paraissait excessive, bien au-delà de ce qu'un simple ami offrirait à l'épouse de son meilleur ami. Je me souviens de la façon dont il posait sa main sur le dos de Sophie quand elle riait. Un geste furtif, presque imperceptible, mais qui me frappait désormais comme une caresse trop intime. Il avait cette manière de parler des enfants, non pas comme un oncle attentionné, mais avec une possessivité étrange. Il disait « mes enfants » parfois, comme si Gabriel et Lise lui appartenaient, comme s'ils étaient les siens. Il se comportait comme un membre de la famille, avec une aisance qui me mettait mal à l'aise. Je me suis surprise à le surveiller, à décrypter chaque échange de regards entre lui et Sophie, à analyser le ton de leur voix quand ils se parlaient. Je me sentais coupable de cette intrusion dans leur vie privée, mais la graine du doute avait été semée, et elle s'enracinait profondément, dévorant ma tranquillité d'esprit. Je me suis remémoré les mois de la grossesse de Sophie, la façon dont Marc l'avait choyée, comment il avait insisté pour l'accompagner à ses rendez-vous médicaux quand Paul était pris par son travail, comment il s'était même improvisé chef cuisinier pour lui préparer des plats spéciaux, des plats qu'elle seule aimait. À l'époque, je l'avais remercié pour sa gentillesse. Je l'avais vu comme un ange gardien pour ma belle-fille.
un soutien inestimable. Mais maintenant, chaque souvenir prenait une teinte sombre. Chaque geste innocent se transformait en un indice potentiel. Une preuve silencieuse d'une trahison insidieuse. Ma conscience me tiraillait. Devais-je en parler à Paul, mon fils, et risquer de semer le trouble dans son bonheur? Ou devais-je étouffer ces sombres pensées et vivre avec ce poids écrasant? La peur de détruire ma famille, de briser le cœur de Paul, était immense. Mais la peur de vivre dans un mensonge, de voir mon fils trompé sous mes yeux, était encore plus grande. J'ai opté pour une approche clandestine. Une approche qui me répugnait, mais que je considérais comme nécessaire. J'ai attendu mon moment, mon cœur battant la chamade chaque fois que Marc venait à la maison. Un après-midi, alors qu'il était parti, j'ai remarqué un verre à eau sur la table basse du salon. Il y avait une légère trace de rouge à lèvres, celle de Sophie, je le savais, mais il y avait aussi la sienne. Une trace plus discrète, presque invisible. J'ai pris le verre. J'ai senti la chaleur de ses doigts s'imprimer dans le verre froid. J'ai frissonné. Je l'ai mis de côté, soigneusement, avec une précision chirurgicale, comme un artefact précieux, ou plutôt comme une pièce à conviction. Mon obsession grandissait. Je me sentais comme une détective clandestine dans ma propre maison. Chaque jour était une mission, chaque objet une opportunité. J'ai commencé à recueillir d'autres preuves. Des cheveux trouvés sur la brosse à cheveux de Lise, quelques-uns dans la couche de Gabriel, un petit morceau d'ongle coupé, laissé sur la table de chevet de Sophie. Je me sentais honteuse de cette intrusion dans leur intimité, mais l'impérieuse nécessité de la vérité m'animait. J'ai même prélevé un petit échantillon de sang, à l'insu de Sophie, en prétextant un accident de cuisine. Une coupure légère. J'ai recueilli la petite goutte de sang sur un mouchoir en papier, en me répétant que je devais savoir. Pour eux, pour Paul. J'ai agi comme une ombre, recueillant ces fragments d'ADN avec une discrétion absolue. Mes mains tremblaient à chaque fois. La peur d'être découverte me tenait à la gorge. La culpabilité me rongeait. Je ne parlais à personne de mes agissements. Je portais ce fardeau seul. Ma solitude était immense. Ma peine insondable. Puis est venu le jour où j'ai eu suffisamment d'échantillons. Des échantillons que j'ai emballés avec soin, sans laisser de traces. J'ai cherché un laboratoire spécialisé dans les tests ADN. Un laboratoire discret, loin de notre ville, pour éviter toute indiscrétion. Le trajet jusqu'au laboratoire a été long. Silencieux, chaque kilomètre me rapprochait d'une vérité que je redoutais. D'une vérité que je craignais de ne pas pouvoir supporter. Quand j'ai remis les échantillons, le technicien, un homme aux yeux fatigués, m'a regardé sans poser de questions. Son indifférence était un baume. Je me suis sentie à la fois soulagée et vide. Le délai d'attente m'a semblé une éternité. Chaque jour était un supplice. Chaque appel téléphonique, une angoisse. Mon sommeil était agité, peuplé de cauchemars. Les rires de Lise se transformaient en plaintes. Les pleurs de Gabriel en cris de désespoir. Je me suis sentie envahie par un sentiment d'impuissance, de désarroi. La joie de vivre me désertait. L'enveloppe est arrivée un matin. Une enveloppe anonyme, sans marque distinctive. Mais je savais ce qu'elle contenait. Mon cœur a chaviré. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Les mots se sont imprimés sur la page avec une clarté impitoyable. Une clarté qui a déchiré le voile de mon ignorance. J'ai lu et relu les termes scientifiques, les pourcentages, les conclusions. La conclusion était sans appel. Glaçante. Les tests ADN ont révélé que Marc était le père biologique des 2 enfants, de Lise et de Gabriel. Il n'y avait aucun lien de parenté entre les enfants et mon fils Paul. Le monde a basculé. La pièce a tourné. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Et la terre entière a semblé s'ouvrir sous moi. Je me suis effondrée sur une chaise. Les larmes coulant sans fin. Mes mains couvrant mon visage. Essayant d'étouffer les sanglots qui me déchiraient la poitrine. Le cri muet qui s'échappait de mes entrailles. Le choc a été brutal.
une déflagration silencieuse qui a tout anéanti. Tout ce que je croyais vrai. Tout ce que j'avais construit avec amour et dévouement. Ma famille. Mon fils. Son bonheur. Tout s'est effondré sous le poids d'une vérité impitoyable. Je suis restée là, pétrifiée, le rapport ADN froissé dans mes mains tremblantes. Chaque mot, une poignardée. Chaque chiffre, une lame. Comment allais-je annoncer cela à Paul? Comment allais-je lui dire que les enfants qu'il aimait plus que tout, qu'il considérait comme la chair de sa chair, n'étaient pas les siens? Comment allais-je briser son cœur? Comment allais-je détruire son monde? La culpabilité m'a envahi, une culpabilité écrasante. Aurais-je dû me taire? Aurais-je dû vivre dans le mensonge pour préserver son bonheur? J'ai décidé de parler d'abord à Sophie, de lui offrir une chance de s'expliquer, de confesser d'elle-même la vérité, de peu, être atténuée la douleur qui allait suivre. Je l'ai invitée à la maison, seule, sous un prétexte anodin. J'ai préparé son thé préféré. J'ai essayé de garder mon calme, de ne rien laisser transparaître de la tempête qui faisait rage en moi. Elle est arrivée, souriante, insouciante, ses yeux pétillants de vie, de bonheur. Son air innocent m'a déchiré le cœur. Je lui ai tendu l'enveloppe, sans un mot, ma voix s'étranglant dans ma gorge. J'ai observé son visage, se décomposer à mesure qu'elle lisait. Sa couleur s'est retirée de son visage. Et ses mains ont tremblé. Le papier s'est froissé sous ses doigts. Elle a levé les yeux vers moi. Et ses yeux, emplis d'incrédulité, de panique, de colère. Elle m'a regardé avec fureur, m'accusant de l'espionner, de détruire sa vie, de détruire notre famille. Elle a nié, avec une force que je ne lui connaissais pas. Elle a crié que c'était un mensonge, une erreur, une machination. Elle s'est levée brusquement, a jeté le rapport sur la table et s'est enfuie, me laissant seule dans le silence assourdissant de cette révélation. Sa fuite, son déni furieux, ont été une confirmation supplémentaire, une confirmation cruelle, implacable. Il n'y avait plus de doute. La vérité était là, crue et brutale, inéluctable. Je savais que je ne pouvais plus reculer. Je devais faire face. Je devais annoncer la vérité à Paul, mon fils bien-aimé. Ce fut la tâche la plus difficile de ma vie, plus difficile que de l'élever, plus difficile que de lui dire au revoir quand il est parti étudier à l'étranger, plus difficile que tout ce que j'avais traversé. J'ai attendu le soir, qu'il soit rentré du travail, qu'il ait embrassé ses enfants, qu'il se soit posé, insouciant. Je me suis assise à côté de lui sur le canapé, mon cœur battant la chamade, mes mains moites. J'ai pris le rapport et je le lui ai tendu, sans un mot. Paul a lu, son visage se tendant, et ses yeux parcourant les lignes, avec une confusion croissante. Puis la compréhension, lente, douloureuse, est apparue sur son visage. Le choc a été terrible. J'ai vu la lumière s'éteindre dans ses yeux. J'ai vu la douleur le transpercer. Il est devenu pâle. Ses mains ont tremblé. Le rapport est tombé de ses doigts. Il m'a regardé, et ses yeux, emplis d'une souffrance abyssale, d'une trahison insondable. Il a murmuré un nom. Marc, le nom de son meilleur ami, le nom de l'homme qu'il considérait comme un frère. Il a nié, lui aussi. D'abord, avec la même fureur que Sophie. Il a crié que c'était impossible, que je me trompais, qu'on nous manipulait. Il a refusé d'y croire. Il a refusé d'accepter cette vérité déchirante. Mais la preuve était là, irréfutable. Les mots du rapport gravés dans son esprit. Il a pris sa voiture, sans un mot, sans me regarder. Il a démarré en trombe. Il est allé consulter un spécialiste de la fertilité. Un gynécologue renommé. Il avait besoin d'une autre confirmation. Une confirmation scientifique. Une confirmation qui viendrait de lui, de son corps. Le diagnostic est tombé comme un coup près. Paul était stérile. Stérile, depuis sa naissance. Une condition congénitale dont il n'avait jamais eu connaissance. Ce fut un coup de massue, à une double peine. La preuve irréfutable que ses enfants n'étaient pas les siens.
mais aussi la révélation d'une part de lui-même qu'il ignorait. Une part qui rendait son désir de paternité impossible, sans l'intervention d'un tiers. Il est rentré chez lui, brisé, son monde en miettes, son rêve de famille écrasé. La confrontation a été inévitable. Une confrontation brutale, dévastatrice, qui a balayé tout sur son passage. Nous étions tous là, Paul, Sophie, moi, dans le salon, le lieu de tant de joie passée, de tant de rire, de tant de bonheur, transformé en un champ de bataille. Les murs semblaient trembler sous le poids des mots non dits, sous la violence des émotions. Paul, d'ordinaire si calme, si posé, était transformé, et ses yeux flamboyaient d'une colère froide. Sa voix était tendue, chargée d'une douleur indicible. Il a posé le rapport ADN sur la table. Il a posé le rapport du médecin sur sa stérilité. Il a tout mis sur la table, avec une clarté impitoyable. Sophie s'est effondrée, ses larmes coulant sans fin, son corps secoué de sanglots. Elle n'a plus pu nier. Elle a confessé, sa voix à peine audible, brisée par la honte, par la culpabilité. Elle a raconté l'histoire de sa trahison, l'histoire de sa chute. Une nuit, il y a des années, après une fête arrosée, où l'alcool avait coulé à flots. Elle s'était retrouvée seule avec Marc. Paul s'était endormi, et fatigué. Elle avait bu plus que de raison. Elle s'était sentie vulnérable, perdue. Marc l'avait consolée, et l'avait écoutée, l'avait séduite. Elle avait succombé à ses avances. Un moment d'égarement, disait-elle, un moment de faiblesse qu'elle avait amèrement regretté. Mais Marc, rusé, manipulateur, avait continué. Il lui avait dit qu'il était stérile, qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il lui avait fait jurer de ne rien dire à Paul, de garder leur secret. Il lui avait promis qu'il n'y aurait aucune conséquence à leur liaison. Il lui avait dit que c'était un moyen pour eux deux d'avoir des enfants, sans que Paul ne se doute de rien, sans que leur amitié ne soit brisée. Il lui avait offert cette solution. Cet échappatoire, elle avait cru à ses mensonges. Elle s'était laissée aveugler par son désir d'enfant, par son désir de famille. Et elle avait continué, dans le secret, dans la honte, dans la peur. Les mots de Sophie ont résonné dans le silence assourdissant du salon. Et chaque mot, une lame qui transperçait le cœur de Paul. Chaque phrase, une trahison, une déchirure. La famille s'est effondrée ce soir-là, en 1000 morceaux, irréparables. Paul a quitté la pièce, son visage défiguré par la douleur, par la colère. Il a claqué la porte derrière lui, me laissant seul avec Sophie, avec les ruines de ce que nous pensions être une vie parfaite. Les jours qui ont suivi ont été un mélange de chaos et de silence. Un silence pesant, assourdissant. Paul a demandé le divorce. Sa décision était irrévocable. Il ne pouvait pas pardonner. Il ne pouvait pas vivre avec cette trahison, avec cette blessure. La maison est devenue un champ de bataille, un lieu de larmes, de reproches, de cris étouffés. Les enfants, Lise et Gabriel, ne comprenaient pas. Ils sentaient la tension, la tristesse. Ils nous regardaient avec leurs grands yeux innocents. Leurs questions muettes, nous déchirant le cœur. Les procédures de divorce ont été rapides et froides, impersonnelles. La loi ne se soucie pas des sentiments. Elle se soucie des faits, des preuves, des droits. Le tribunal a accordé la garde des enfants à Sophie, à la mère. C'était la règle. C'était la loi. Paul n'avait aucun lien biologique avec eux, aucune preuve de sa paternité. Mais Paul n'a jamais baissé les bras. Il s'est battu. Il a expliqué. Il a plaidé sa cause. Il a raconté son amour inconditionnel pour Lise et Gabriel, son rôle de père depuis leur naissance, ses nuits blanches, ses jeux, ses câlins, ses peurs et ses joies. Il a expliqué que ses enfants étaient les siens, non pas par le sang, mais par le cœur, par l'amour, par le dévouement. La décision du tribunal a été rendue. La garde des enfants était attribuée à Sophie. Paul avait un droit de visite,
Je me souviens de la scène. La dernière fois que Paul est venu chercher ses affaires. La voiture était pleine. Son visage était ravagé. Il essayait de garder sa dignité. Mais la douleur était palpable. Lise, ma petite fille. Elle avait grandi. Elle avait compris. À sa manière, les choses qui se passaient. Elle a vu son père s'éloigner. Elle a couru derrière lui. Ses petites jambes courant à toute vitesse. Et ses nattes blondes volant au vent. Elle a crié de toutes ses forces. D'une voix déchirante. « Papa, ne pars pas. Papa !» Paul s'est arrêté. Il s'est retourné. Il a vu Lise courir vers lui. Et ses larmes coulant sur son visage. Il a vu ses yeux implorants. Il a vu la détresse dans le regard de sa fille. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu la laisser partir. Il n'a pas pu l'abandonner. Son cœur de père s'est brisé. Il a couru vers elle. Il l'a serrée dans ses bras. Il l'a soulevée. Il l'a embrassée. Ses larmes se mêlant aux siennes. Il l'a emmenée avec lui. Il l'a ramenée à la maison. Notre maison. Sa maison. Les larmes coulaient sur son visage. Des larmes de chagrin. Des larmes d'amour. Des larmes de soulagement. Il a pris la décision la plus importante de sa vie, ce jour-là. Une décision qui a défié la loi. Une décision qui a défié la biologie. Une décision qui a prouvé que l'amour est plus fort que tout. J'ai regardé Paul rentrer avec Lise dans ses bras, une vision qui m'a rempli d'une émotion indescriptible. Mon cœur s'est serré. Un mélange de tristesse et d'une immense fierté. Ce moment a été un déclic pour moi. Une révélation. J'ai réalisé que la filiation n'était pas seulement une question de sang, de génétique, de lien biologique. Elle était une question de cœur, une question d'amour, une question de responsabilité, de présence, de dévouement. Paul, bien qu'il n'ait aucun lien de sang avec Lise et Gabriel, était leur père. Il les avait aimés, élevés, protégés. Il leur avait donné son temps, son énergie, son âme. Il avait construit une famille, non pas sur des fondations biologiques, mais sur des fondations d'amour inconditionnel. La vérité a été douloureuse, dévastatrice. Elle a détruit une partie de notre famille. Elle a brisé des cœurs. Elle a laissé des cicatrices indélébiles. Mais elle a aussi révélé la force de l'amour, la résilience de l'esprit humain, la capacité de pardonner, de reconstruire, de redéfinir ce que signifie être une famille. Paul a continué d'être le père de Lise. Il s'est battu pour elle, pour son bonheur, pour son équilibre. Il a maintenu un lien fort avec Gabriel, le petit bébé, le petit frère de Lise. La route a été longue et semée d'embûches, de défis, de moments de doute, de moments de douleur. Mais ils ont survécu. Ils ont avancé. Ils ont reconstruit, chacun à leur manière, un nouveau chemin, une nouvelle vie. Cette histoire est un rappel poignant que la vérité, même amère, doit être affrontée, que les mensonges, même bien intentionnés, finissent toujours par éclater, par détruire les fondations d'une famille. Elle nous enseigne que l'honnêteté, la transparence, la fidélité sont les piliers sur lesquels une famille solide et durable peut être construite. Mais surtout, elle nous montre que l'amour, le véritable amour, ne connaît pas de limites, ne se soucie pas de la biologie, ne se laisse pas définir par des liens du sang. Il transcende tout. Il unit, il protège, il pardonne, il construit. Pour protéger l'intimité des personnes impliquées, cette histoire restera anonyme. Mais son message, lui, résonnera à jamais. Un témoignage de la force de l'esprit humain face à la tragédie. Un hymne à l'amour inconditionnel qui peut reconstruire, même après les pires tempêtes.